C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 octobre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, dans l'actualité, 100 000 habitants de l'Ain et de Haute-Savoie franchissent la frontière genevoise chaque matin. Un flux qui pose problème aux riverains proches des petites douanes. Le canton a donc décidé de les fermer le matin. Côté français, on s'indigne. Le groupement transfrontalier européen a même lancé une pétition, nous le verrons. Nous parlerons aussi gastronomie dans ce journal. Le chef Méjouan Emmanuel Renaud est l'un des rares chefs étoilés à être ouvert presque toute l'année. Une carte intersaison qui n'est pas pour nous déplaire. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de revenir sur ces titres, le tracé du Cru 2017 du Tour de France a été dévoilé aujourd'hui. Savoie-Mont-Blanc est un peu moins bien loti que les années précédentes. Le Tour de 2017, qui partira le 1er juillet de Düsseldorf, sera en effet moins montagneux que l'édition 2016, avec moins de cols, mais avec les légendaires Galibier et Izoard au programme. À noter une arrivée jurassienne dans la station des Rousses le 8 juillet. Le 9, le peloton partira de Nantua pour une arrivée à Chambéry. On en reparle jeudi dans le JT puisque les organisateurs seront dans la capitale savoyarde pour l'occasion. Ce matin avait lieu le procès des anciennes salariées de Spirel contre leur ancien propriétaire Somfy au tribunal d'Albertville. Elles étaient 101 à travailler dans l'usine de Saint-Rémy-de-Maurienne. Leur but est d'obtenir aujourd'hui le statut de licenciement abusif en prouvant que le groupe installé à Cluses avait orchestré la mort de Spirel dès la vente de cette filiale en 2010. Ils étaient plus de la moitié à assister au procès ce matin. Tous un peu stressés, un stress qui n'aura pas duré longtemps puisque l'audience a été reportée au 7 février prochain. La cause, l'absence de 2 magistrats. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Olivia Boisson. Nous, on veut démontrer qu'il y a eu une délocalisation clandestine, que tout a été orchestré pour que 100 personnes soient licenciées dans le cadre d'une faillite. Parce que quand on est licencié dans le cadre d'une faillite, c'est la collectivité qui paye les indemnités de licenciement. C'est-à-dire que les salariés ont en quelque sorte autofinancé leur licenciement. Et aujourd'hui, on veut que ceux qui sont les vrais responsables de cette catastrophe sociale soient reconnus, que leurs responsabilités soient engagées et que les dommages subis par les salariés soient au moins en partie réparés. On se bat vraiment pour l'argent, voilà, et qu'on soit licencié, mais qu'on soit licencié avec une somme qui est à hauteur de Somfy. Il ne faut pas croire qu'après un licenciement, on s'en sort comme ça. Ça fait 2 ans, il y en a qui sont toujours à la recherche d'un emploi, une trentaine de personnes. Voilà, ils nous ont brisé. Notre vie a été brisée à cause d'eux, quoi. La possible fermeture de 4 douanes à la frontière genevoise inquiète les frontaliers. Soralde, Cézénien, Certoux et Chancy sont concernés. La Suisse envisage de réduire les horaires d'ouverture pour limiter le flot des travailleurs transfrontaliers le matin. Une modification qui amènerait un report des travailleurs vers la douane de Bardonnay, déjà très engorgée. Le groupement transfrontalier européen a donc lancé une pétition pour maintenir ces douanes et trouver des solutions alternatives. C'est un reportage signé Pauline Courceau. C'est un panneau qui pourrait devenir définitif dans 4 douanes franco-suisses. Chaque jour, ce sont 5 à 6 000 véhicules qui empruntent ces différents trajets. Une expérimentation suisse, le but, voir où le trafic se reporterait. Et là, tout le monde est unanime, c'est la douane de Bardonnay qui en ferait les frais. Les populations qui habitent d'ailleurs des 2 côtés de la frontière, sur ces petites routes, n'en peuvent plus, elles non plus, du passage dans les villages de ces milliers de voitures matin et soir. Mais le problème n'est pas de reporter cet engorgement ailleurs. Le problème, ça serait de réfléchir et d'avoir anticipé, de faire des voies de contournement des villages pour éviter justement que la circulation passe par les villes. Mais ce n'est pas en mettant des barrières supplémentaires qu'on résoudra le problème, loin de là. Le groupement transfrontalier a donc lancé une pétition. Pour le moment, elle regroupe 3 700 signataires. Ici, personne ne conteste le problème de circulation, mais plutôt la méthode employée par le conseiller d'État genevois Luc Bartassa. Ce dernier n'a pour le moment pas donné suite aux demandes de rendez-vous et d'explications. Il est évident que si on devait aller vers une fermeture de ces douanes, on aurait des actions certainement plus fortes pour montrer le ras-le-bol des travailleurs frontaliers, mais pas uniquement des travailleurs frontaliers, je dirais de tous les transfrontaliers, tous ceux qui doivent passer la frontière. Est-ce qu'il faut qu'un jour on ferme les frontières ? On en est là. Des négociations sont tout de même en cours entre des intervenants franco-suisses dans un groupe de travail. Plusieurs solutions seront à l'étude, notamment des voies de contournement ou encore un renforcement des transports transfrontaliers. Des solutions qui devront être rapidement mises en place pour les 60 000 travailleurs frontaliers.
Et puisque l'on parle des frontaliers, justement, la commission économie du Conseil du Léman a présenté aujourd'hui une étude réalisée par Statistique Vaud. L'objectif, contrer l'initiative contre l'immigration de masse acceptée en Suisse le 9 février 2014 en montrant l'apport des frontaliers. Premier enseignement de cette étude, sur les 15 dernières années, le nombre de travailleurs frontaliers a plus que doublé dans la région lémanique, sans pour autant que le taux de chômage n'augmente lui aussi. Autre donnée intéressante, les actifs transfrontaliers de l'Ain et de la Haute-Savoie contribuent pour près de 20% du PIB dans le canton de Genève. Un mot de sport avec des nouvelles de Pascal Duprat. Le tribunal correctionnel de Thonon a relaxé ce mardi matin l'ancien entraîneur des Roses, son fils Julien et l'ancien président Joël Lopez dans les litiges qui les opposaient à l'ETGFC. Les 3 anciens dirigeants étaient soupçonnés de faux et usage de faux en écriture et d'altération de la vérité. Le tribunal a également débouté le club de l'ETG de ses demandes de dommages et intérêts et a condamné ce dernier à verser 2 500 € pour préjudice moral à Pascal Duprat. 2016, année anniversaire des 70 ans du syndicat national des guides de haute montagne. D'ailleurs, en décembre prochain, de nombreuses manifestations sont prévues à Chamonix. Colloques, tables rondes, mais aussi projections de films, marché des exposants et bien sûr sorties sur le terrain sont au programme de cette fin d'année. Le rendez-vous rassemblera même des guides de tous les pays à l'occasion de la prise de présidence de la France à la tête de l'Union internationale des associations de guides. Un moment fort pour cette profession qui doit aujourd'hui faire face à de nombreux enjeux, comme le souligne le président du syndicat, Christian Jacquier. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Les grands enjeux, c'est, je dirais, l'image de la montagne, l'image de l'alpinisme, la communication, ça c'est un premier enjeu important. Nous avons ensuite un deuxième enjeu, nos clients. Notre clientèle évolue, donc quelles sont les nouvelles attentes de la clientèle, comment mieux répondre, développer des produits qui soient en phase avec les attentes de la clientèle. Par exemple, cet été, on a testé des produits spécifiques pour les tout petits, les jeunes, pour les initier à la haute montagne. Il y a les pays émergents qui arrivent, donc il y a une vraie réflexion sur les clients et sur l'offre qu'on peut faire vis-à-vis de nos clients. Il y a toute une réflexion sur la protection et la sécurité, l'accidentologie, la sécurité. Ça, c'est un vrai sujet qui va être vraiment débattu. Et ensuite, la formation des guides. La formation des guides est essentielle, que ce soit la formation initiale, la formation continue, justement pour être en phase avec tous ces enjeux. C'est-à-dire que c'est un métier qui devient, le guide voyage, devient organisateur. Il doit avoir des compétences de petit entrepreneur, en fait. On parle gastronomie pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Ils sont 27 à avoir la distinction suprême, les 3 étoiles au guide Michelin. Parmi eux, des palaces et souvent des restaurants ouverts uniquement en haute saison. À Megève, Emmanuel Renaud défend son titre avec son établissement Le Flocon de Sel, un restaurant ouvert plus de 9 mois sur 12. Une performance d'autant plus que le chef assiste à tous les services. Alexis-Olivier Sbriglio a rencontré cet amoureux de la montagne aux 4 saisons. Emmanuel Renaud est toujours dans sa cuisine. Même si le chef a 3 étoiles, il assure tous les services et ce, même en intersaison. Et ça tombe bien, il aime particulièrement les produits d'automne. Juste à l'automne, on a plein de produits d'un coup. C'est-à-dire qu'on a les champignons, les gibiers, les racines, les truffes. Et là, c'est vraiment les châtaignes, c'est vraiment les potirons. C'est vraiment une saison très forte dans les produits. Une cuisine d'automne avec la truffe blanche d'Alba hors de prix cette année et des légumineuses que l'on aime retrouver quand il commence à faire froid. Les produits sont de qualité. Le légume est constant, mais a jamais vraiment le même goût. Ça veut dire que, surtout, sur les cèpes, sur les salsifis, on va être assez régulier. Sur les betteraves, on va toujours avoir ce côté amer, sucré, terreux. Mais par contre, sur le réfort, il va falloir qu'on cale un petit peu, qu'on ajuste à chaque envoi la puissance pour que ce soit juste bien. Et c'est là que commence la cuisine d'un chef 3 étoiles. Comment redonner ses lettres de noblesse à des cèpes, à des betteraves et pourquoi pas à des salsifis, ce légume que l'on a un peu peur à cuisiner. C'est pas un produit sexy. Quand on le voit, c'est pas un produit sexy, c'est pénible à éplucher, c'est collant. Il y a plein de choses qui sont un petit peu... il y a quand même pas mal de préparation à faire dessus. Et souvent on les retrouve pochés
où on se retrouve avec ces produits qu'on met dans l'eau pochée, où on perd tout le goût du légume. Et le salsifis, c'est quelque chose qui est assez magique. On a nous maintenant des façons de cuire les légumes, que ce soit sous vide, où là on peut capturer tous les éléments. Le salsifis en spaghetti, avec un petit peu de truffe blanche, de l'huile fumée, bref, une cuisine très peu calorique. C'est peut-être le secret du flocon de sel, ce restaurant 3 étoiles de Megève qui met le produit tout simplement à l'honneur. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, retrouvez C'est nos mags. Et puis à 19h, ne manquez pas notre nouveau rendez-vous carnet d'aventure, une immersion dans le monde de la montagne et de ses pratiquants les plus emblématiques avec Emmanuel Jaude. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.